L'audace. Ah ouais, mais attends, faut que je dise un truc intelligent. Vas-y, je vais essayer. Je sais pas trop. Je vais essayer de faire un truc spontané, je ne pas trop réfléchir. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque Aujourd'hui, matin. au micro de Celle qui ose, nous accueillons Alice Douard. Peut-être que son nom ne vous est pas inconnu, car un de ses courts-métrages avait été particulièrement remarqué et même diffusé sur Arte. Alice Douard fait partie de cette génération de femmes réalisatrices qui choisissent de porter haut et fort un nouveau regard sur la place du personnage féminin au cinéma. En salle depuis le 19 novembre, le premier long-métrage d'Alice, Des preuves d'amour, raconte l'histoire de Nadia et de Céline sur le point de donner naissance à leur enfant. Alter ego de la réalisatrice, le personnage de Céline attend son enfant mais ne le porte pas. Au regard de la loi, face à ses amis et à sa mère, elle cherche sa place et sa légitimité. Mais vous allez voir, Alice va bien mieux que moi vous parler de ce film magnifique, à la fois sensible, émouvant et engagé. Bonjour, je suis Alice Douard, je suis la réalisatrice du film Des preuves d'amour, actuellement au cinéma avec les comédiennes géniales Ella Romph, Noémie Lovski et Monia Chokri. Alors moi j'ai grandi à Bordeaux avec mes parents et mes 2 frères. J'avais un frère plus grand et un frère plus petit. Et donc c'était une place particulière parce que j'étais celle du milieu et j'étais la fille de la maison. J'ai à la fois senti une différence parce que la fille, par exemple, elle devait moins manger à table que les garçons, des choses comme ça. Et pour autant, il y avait un amour très grand qui circulait dans notre famille. Et moi, j'ai des très bons souvenirs avec mes frères, et notamment avec mon petit frère avec qui j'ai peu d'écart d'âge, avec qui on a fait beaucoup d'aventures, de jeux, avec qui j'ai regardé beaucoup de films. Et j'ai l'impression qu'on regardait des films qu'on pourrait appeler des films de garçons. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais quand même, ma filmographie de base, c'est Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone. Voilà, c'est ça et les comédies que je regardais enfant. Et puis, moi, j'ai un lien assez fort avec ma mère, puisqu'on était les 2 femmes de la maison. Et ma mère, elle, aimait le cinéma d'auteur. Elle allait, par exemple, à l'Utopia, alors que mes frères préféraient regarder la télé, on va dire, schématiquement. Et elle m'a un peu ouvert le regard sur des films d'auteur. C'est aussi là, avec ma mère, que je commence un peu ma cinéphilie. Et surtout que je regarde les acteurs. Ma mère, elle était obsédée par la beauté des acteurs et des actrices, surtout. Elle me disait, regarde cette femme comme elle est belle. Et la beauté, pour elle, c'était pas un corps, c'était pas des vêtements, c'était une profondeur d'âme. Et elle me disait, c'est fou à quel point, par exemple, Jane Birkin est belle. Parce que belle, ça voulait dire intelligente, en fait. Et cette beauté-là, j'essaye toujours de la chercher quand je filme des acteurs ou des actrices. Et je sais que ma mère m'a dit sur mes premiers courts-métrages, tu filmes bien les gens, tu les filmes bien, tes acteurs. Et c'était le plus beau compliment qu'elle pouvait me faire, parce que c'est par là que ça commence aussi pour moi. Et voilà. Ma mère est décédée quelques semaines avant le tournage Des preuves d'amour. Et elle a accompagné... d'une façon ou d'une autre, ce tournage. Et je suis triste que ce film, elle ne le voit pas. Mais en tout cas, elle l'a inspirée à plein d'endroits. Et voilà, je pense que ma mère, c'était quand même un modèle de liberté aussi. Aujourd'hui, moi j'ai 40 ans, j'ai essayé de faire ce que j'ai voulu, c'est-à-dire que j'ai pas grandi, mes parents n'étaient pas dans le métier, dans le cinéma, et j'ai essayé d'y aller. Et le fait qu'aujourd'hui je fasse un premier long métrage à 40 ans, c'est une grande joie. Je me dis des fois je me dis mais qu'est-ce que c'est tard, quel temps j'ai mis à faire les choses. Et en même temps je me dis le chemin il était très beau, et puis c'est le temps que ça prend quand on n'est pas du milieu, quand on a tout à faire, à construire. Et puis maintenant que je suis maman, surtout, je réajuste un peu mon regard, comme c'est le cas dans le film entre Céline et le personnage de la mère. Je réajuste mon regard par rapport à mes parents et je me dis quand même, ils ont bossé, ils ont eu 3 enfants. Moi qui en ai qu'une, je suis maintenant très admirative. En tout cas, de ma mère, je l'admire encore plus maintenant en me disant elle a mené une carrière et accompagné 3 enfants. Voilà. Et de manière générale, moi qui n'ai pas porté ma fille, puisque c'est ma femme qui l'a portée, je suis extrêmement admirative des mères, des femmes enceintes et des femmes tout court, parce que je trouve qu'il faut aller au courage un peu tous les jours, parce qu'on a beaucoup de fonctions à endosser. On le sait quand on doit être des épouses éventuellement, des mères éventuellement, on doit
travailler, on doit bien présenter, on doit être sympathique, on doit pas être trop colérique. Enfin, je trouve que c'est hyper dur d'être une femme. Mais vraiment, et je suis très admirative des femmes qui vivent et qui osent et qui deviennent des exemples et qui deviennent surtout de nouveaux modèles. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux modèles féminins, des femmes qui sont vachement suivies dans leurs différences aussi. Et j'ai l'impression aussi qu'au cinéma et en série, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Alors, en tout cas, dans Les femmes lesbiennes, il y a mon film, mais il y a aussi celui de Avia Herzi, il y a celui de Anna Cazeneuve, Love Me Tender, il y a Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. Et puis il y a la série Empathie avec ce personnage beaucoup trop génial de Florence Lompré, qui est lesbienne, mal coiffée, alcoolique et dépressive et qui est d'une puissance et d'une intelligence. Et les gens regardent tout ça. La petite dernière fait des entrées, Empathie cartonne. Et je me dis, en fait, voilà, on va prouver que ces personnages féminins-là, les gens ont envie de les voir. Et donc, il y en aura peut-être plus. Enfin, moi, c'est ça que je reçois là comme signal à l'automne. Peut-être que je suis trop positive, et puis on verra si mon film fonctionne. En tout cas, il y a une demande, je trouve, de nouveaux personnages féminins, et notamment de personnages féminins intelligents, et qui ne sont pas juste à servir une histoire ou servir l'histoire d'un homme, par exemple. Voilà, donc je suis très, très positive pour la suite de nos récits. Moi, adolescente, j'avais un groupe d'amis assez important, des bandes de filles avec qui on faisait beaucoup de choses. Mes parents étaient assez permissifs, donc j'ai beaucoup dormi à droite à gauche, je suis beaucoup sortie, je fais quelques voyages aussi avec des copines. Donc c'est une adolescence assez heureuse, franchement assez banale, je dirais. J'étais pas lesbienne adolescente, c'est arrivé plus tard, donc j'ai eu beaucoup d'amoureux en réalité au collège et au lycée. Donc, je suis devenue quand même cinéphile assez tard et j'ai eu envie de faire des films à ce moment-là, donc j'avais déjà plus de 20 ans. Voilà, j'ai travaillé dans la production, dans la télé, j'ai fait pas mal de petits boulots pour apprendre le métier. Et puis j'ai décidé de passer le concours de la Fémis parce que je me suis dit, si vraiment c'est du cinéma que je veux faire, je peux pas là rester dans le monde de la télévision, qui n'était même pas de la fiction. En fait, je travaillais sur des émissions... des enquêtes criminelles, des émissions de dating, enfin des trucs comme ça où j'ai appris plein de trucs parce qu'on produisait vite et beaucoup, mais je me disais il n'y a pas de regard qui est posé sur les choses, je peux pas faire ça de ma vie quoi. Et j'ai eu la chance d'intégrer la Fémis et donc j'ai appris dans le département réalisation pendant 4 ans où j'ai appris mon métier et aussi j'ai trouvé mes collaborateurs quoi. À la Fémis, qui est un luxe énorme, c'est qu'on apprend en faisant. C'est-à-dire qu'on a les moyens de faire des films et on a les équipes, puisqu'on travaille tous ensemble dans les promos, pour faire des films. Et en fait, on fait l'équivalent de 4 ou 5 courts-métrages. Donc les premiers sont pas très bons, et puis souvent on essaye de reproduire des choses qu'on a aimées, et puis c'est maladroit, et voilà, on copie un peu les modèles. Et puis plus on avance, et plus on arrive à creuser quelque chose qui commence à nous ressembler. Et c'est ça la chance de faire cette école, c'est que quand on sort notre film de fin d'études, on fait peut-être 4-5 brouillons avant de faire ce film de fin d'études qui d'un coup devient un premier court-métrage un peu sérieux, un peu solide. Moi, mon film s'appelait Extrasystole, mon film de fin d'études, c'était avec Laetitia Doche notamment. Célia, elle danse. Qui danse? Là. Attends, mais les profs, ils sont là ce soir? Elle est là en tout cas. On a tourné à l'époque de la bataille de Solferino, de Justine Triet, donc on était... même Laetitia, c'était le début, on commençait à la connaître et c'est un souvenir vraiment génial. Et moi, c'est ce film-là qui a été acheté par Arte à la sortie de l'école, qui m'a permis d'en faire un deuxième et puis un troisième, etc. Et surtout, à la Fémis, c'est un endroit de rencontre parce que les anciens reviennent ou les cinéastes contemporains qui sont en activité viennent. Moi, j'ai eu des rencontres géniales, notamment Sophie Filière, qui est une femme qui est décédée... il n'y a pas très longtemps, que j'ai vue à plusieurs reprises au cours des exercices et qui m'a autorisée, par exemple, à mettre de l'humour dans les films, à aller vers le loufoque, ce qu'elle faisait parfaitement. Et en fait, quand je l'ai rencontrée et que j'ai vu ses films, je me suis dit « Ah, mais on a le droit de faire un film sérieux, mais avec de l'humour et tout ». En fait, elle m'a autorisée à des endroits et elle m'a vachement aidée dans l'écriture du scénario. Voilà, donc ça fait partie des très belles rencontres. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Claire Simon, qui est une documentariste géniale, qui est extrêmement encourageante. Et qui était là, une des avant-premières de mon film, elle est trop mignonne, elle me dit « Oh, je viens voir ton film » et tout. Donc il y a aussi une camaraderie et puis un suivi du travail qui se fait dans le temps. Quand même, je suis sortie à 10 ans de la Fémis. Et puis Céline Sciamma, que j'ai aussi rencontrée au moment de mon film de fin d'études et qui est venue relire mon scénario, venue à des sessions de montage et qui m'a accompagnée dans le travail. Et qui m'a accompagnée ensuite sur le second court-métrage. Elle est aussi venue en montage plusieurs fois. Et c'était hyper sympa de sa part et elle fait partie des cinéastes vraiment importantes pour moi, quoi, parce qu'elle est intelligente et généreuse.
plein de réalisatrices, moi, qui m'inspirent. Et je crois que en tout cas, quand j'ai commencé mes études, c'était le moment où il y avait toute une nouvelle vague aussi de réalisatrices. Justement, Céline Sciamma, Rebecca Zlotowski, Catel Kiliveré, Mia Hansen-Love. Toutes ces filles, là, sortaient des films qui étaient formidables. Et moi, Mia Hansen-Love, ça fait partie pour moi des grandes cinéastes femmes contemporaines. Et donc, c'était déjà la génération d'après, et elles étaient plus nombreuses. Et donc, moi, quand j'ai commencé mes études, je me suis dit, ça va être très dur de faire du cinéma, parce que je viens pas d'ici et que faire du cinéma, c'est très dur. Mais je me suis pas rajouté la barrière de dire, ça va être dur parce que je suis une femme. Je l'ai jamais raisonné comme ça, parce que sinon... on ne fait rien. De même que dans la vie, je me dis pas « Ah, je suis lesbienne ». Enfin, je peux plus raisonner comme ça. J'avance et puis on verra. Je pense que le fait d'avoir grandi avec des frères, notamment, je savais que j'étais la fille, j'étais à la place de la fille. Donc, il y a un moment, je me suis dit « Bah non, en fait, je suis parisienne et étudiante en cinéma, point, sans genre, quoi ». Et même à la Fémis, dans le département réalisation, j'étais la seule fille. On est 6 par promo et j'étais la seule fille. La promo d'après, il y a eu 3-3, ça dépendait des promos, mais... J'ai eu ce truc de grandir dans une famille avec des garçons, puis d'être à l'école avec des garçons aussi, quoi. Et maintenant, je réfléchis plus comme ça. Celle qui ose. Bah, c'est vrai que moi, je me suis inspirée de mon histoire pour faire ces 2 films, qui sont 2 films parallèles, le court et le long, donc L'attente et Des preuves d'amour. Inspirée de mon histoire, parce que donc, je suis maman d'une petite fille que ma femme a portée, et que cet endroit-là, très précis, de « je vais être maman », mais je ne suis pas enceinte, c'est quand même un truc hyper particulier pour une femme de vivre ça. Et tant que l'enfant n'est pas là, parce que maintenant que l'enfant est là, la question de la responsabilité et de l'amour, elle est là au quotidien. Mais tant que l'enfant n'est pas là et qu'on est dans le temps de la projection, c'est quand même un vertige. Je veux dire, c'est pas anodin d'être une femme, d'attendre un enfant et de ne pas le porter. Et donc, je suis partie de ce sentiment-là pour travailler les personnages des preuves d'amour et de l'attente, mais avec un travail de recherche et de rencontre de nombreuses familles homoparentales, pour que ce personnage ne soit pas moi, mais représente toutes ces femmes, toutes ces familles et parle à tous ces enfants. En sachant évidemment que je propose un modèle familial et qu'il y en a 1000 autres et que c'est pas du tout, c'est pas un guide explicatif sur le sujet, mais le point commun dans tout ce travail de recherche au moment du scénario, c'était ce doute, c'est-à-dire la question juridique, la question de la légitimité et puis le vertige d'attendre un enfant en fait. Et il y avait une rencontre un peu qui s'annulait entre cette recherche de place et de légitimité et cette attente de l'enfant. C'est-à-dire que l'absence de protection juridique parasitait en fait la beauté et de l'arrivée de la naissance. Voilà. Et ça, c'était commun à tous les récits. Et c'est ça en fait que raconte aussi Des preuves d'amour, c'est cette recherche de place. Et puis plus ça avance, et plus on oublie la question juridique jusqu'à rencontrer l'enfant. Et là, la question du cadre légal s'oublie, en tout cas le temps de la rencontre, le temps de l'amour qu'on va donner à cet enfant, quoi. Ouais, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte. Ça va, hein, toi tu peux vivre ta vie. Moi je fais tout le boulot et je suis obèse. Avoir une fille, on est des filles. Je sais même pas si on saurait être modèle pour elle. Ben quand même. En fait, moi, j'ai fait ce film donc pour aussi raconter ces parcours d'adoption, parce que les gens, je pense, ne connaissent pas tout à fait cette partie de l'histoire. Il y a eu beaucoup de battages au moment du mariage, donc ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, surtout ceux qui étaient contre. Mais en fait, les gens pensaient que c'était automatique d'avoir des enfants, mais d'abord, rien n'est automatique. Un enfant, ça se porte et ça s'élève. Et en plus, il y avait toute cette question de l'adoption qui était au centre et que les gens n'ont pas eu connaissance. Voilà. Et c'est quand même pas rien, parce que ça veut dire que l'autre parent, moi ça a été mon cas, n'est pas légalement parent pendant plusieurs mois, voire années. Moi, dans mon cas, ça a pris 14 mois avant que je sois mère de ma fille. Alors, ça veut dire que s'il arrive quelque chose à ma femme, je ne suis pas légalement la mère de mon enfant. À chaque fois que je vais chez le médecin, je n'ai pas de sécu, je dois justifier que, etc. Donc, en fait, c'est plein de petites choses au quotidien qui sont vraiment pas anodines. Et c'est une mise en danger et pour nous, et pour le conjoint, et pour l'enfant, en fait. Mais ce que montre aussi le film, c'est que c'est quand même une énorme avancée, c'est-à-dire qu'il y a une option de faire famille. Je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois. Donc c'est à la fois un parcours, mais c'est surtout une très grande joie et une possibilité. Et je pense que surtout, c'est une étape. Et en 2021, donc quelques années après, la loi bioéthique a ouvert la PMA en France et la reconnaissance anticipée pour l'autre parent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des parcours d'adoption, mais il y a aussi la possibilité qu'un enfant naisse avec 2 mères. Donc finalement, ça a été très long dans l'histoire. Et là, en quelques années, en moins de 10 ans, les choses ont vachement évolué. Voilà, c'est beau que les choses avancent. Elles ne sont pas données, elles ne sont pas encore égalitaires,
Parce que par exemple, la reconnaissance anticipée, il faut aller chez un notaire et que ça coûte de l'argent. Donc rien que ça, c'est une différence avec d'autres couples. Mais en tout cas, faire famille de manière légale, c'est possible. Et moi, je m'accroche à ça et je trouve ça très beau parce que j'ai 40 ans et quand j'en avais 20, c'était pas une option en tout cas. La reconnaissance anticipée dans des couples de femmes, c'est les deux femmes qui ont un projet d'enfant vont chez un notaire et signent un consentement pas à l'adoption, une reconnaissance anticipée de l'enfant. C'est-à-dire que s'il y a une grossesse et un enfant dans ce couple, l'acte chez le notaire dira que donc ces deux mamans ont fait cet enfant ensemble. Mais il faut savoir qu'il faut faire ça avant la grossesse et qu'il faut le faire il faut savoir qu'il faut le faire tout court. Si on rate le coche, il faut passer par le parcours d'adoption. Mais moi, je suis pas complètement spécialiste, mais je crois qu'il y a eu un retour en arrière parce qu'il me semble qu'en 2021, avec la loi bioéthique, on pouvait faire cette reconnaissance anticipée pendant la grossesse. Et ce que j'ai compris, c'est que depuis 2024, et je ne sais pas pour quelle raison, cette reconnaissance anticipée doit être faite avant même la conception. Il faudrait vérifier, je ne sais pas si je suis très précise là-dessus, mais la loi est encore en gestation, en mouvement. Je réponds à ce petit commentaire par rapport à mon fils Raphaël. Je suis en couple lesbien avec ma femme depuis maintenant plus de 4 ans et nous sommes maman depuis 1 mois et demi d'un petit Raphaël. Donc non, je n'ai pas eu besoin de l'adopter car aujourd'hui en France, des nouvelles lois ont été faites il y a maintenant quelques années qui nous permettent, nous, en tant que mère sociale, c'est-à-dire la mère qui n'a pas porté l'enfant, on peut du coup reconnaître l'enfant avant sa naissance. Je t'explique. En gros, pendant ton parcours PMA, avant l'insémination, en tout cas en France, tu as la possibilité de faire une reconnaissance conjointe anticipée. Cette reconnaissance se fait chez le notaire. Donc tu dois absolument prendre rendez-vous avant l'insémination, sinon c'est mort. Tu pourras plus du tout reconnaître l'enfant avant, en tout cas tu pourras le faire après. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est hyper important. Donc tu vas chez le notaire et tu vas signer des papiers qui vont dire que tout être vivant qui vont accoucher, sortir de ta femme, enfin je sais pas comment dire les termes parce que je trouve ça un peu bizarrement dit, tu es la mère d'office. En revanche, si tu ne le fais pas avant l'insémination et que tu t'en rends compte après, du coup là effectivement c'est une procédure d'adoption qui est très longue et c'est coûteux en plus, en temps et en argent j'imagine. En tout cas la RCA, ce qui est sûr c'est que ça coûte en moyenne, nous je crois on a payé 500 € je crois ou 300, enfin c'est vraiment cher quand même, mais au final, c'est pas si cher quand tu vois les droits que ça t'apporte. Et du coup, quand t'arrives à la mairie, avec l'acte de naissance et cette RCA, normalement, s'ils sont bien formés, pas comme moi j'ai eu, t'es reconnue directement comme la mère. Comme c'est un film où donc on part de cette situation très spécifique de deux femmes vont faire un enfant, ensemble en couple, et l'une des deux doit l'adopter, pour arriver en fait à la question de qu'est-ce que c'est que faire un enfant pour la première fois avec une femme, je voulais ouvrir aussi à la question de quelle mère on veut être, quelle mère on espère être, quels parents on a eu. Et en fait, plus le film avance et plus cette question de qu'est-ce que c'est qu'être une mère, une bonne mère, une mauvaise mère est au cœur du récit. Et donc pour ça, j'avais envie que mon personnage, qui ne porte pas l'enfant, soit en rapport avec sa mère, qui, elle, est la mère biologique de mon personnage. Donc voilà. Je savais pas que vous vouliez un enfant. Ça me fait drôle que Nadia le porte. Je t'imagine plus mère que Nadia. Je vais être mère. D'accord, enfin tu comprends ce que je veux dire. Nadia est plus âgée que moi, la question se posait pas. Je pourrais porter le deuxième. Mais s'il n'y en a pas, le deuxième. J'aurais qu'un enfant. T'as pas peur d'être jalouse? Jalouse de quoi? Et Nadia, quand tu t'occuperas du bébé, comment elle va vivre ça? Mais Nadia, c'est ma femme. T'étais jalouse de papa, toi? Ouais. Tout le temps. Tu lui ressembles de plus en plus. Je suis désolée que tu l'aies perdu si jeune. Il avait 35 ans plus que toi, il fumait 2 paquets par jour, fallait s'y attendre. Hein. On choisit pas avec qui on a envie de faire un enfant. Non? Donc l'idée, c'était d'ouvrir le film aux générations et à la question de l'éducation face à la biologie, l'absence, le lien, comment il peut y avoir une rupture dans une famille où la filiation est, on va dire, normale, enfin en tout cas une filiation de sang. Qu'est-ce qu'on espère quand on va adopter son enfant? Quelle peur on a? Et le personnage de la mère, Noémie Lovski, permet d'ouvrir toutes ces questions et de déplacer un peu le sujet de l'homoparentalité au sujet de la parentalité au sens large. Et c'est aussi un chemin de réconciliation entre ces deux personnages. Au début, Noémie Lovski joue une grande pianiste et donc a privilégié sa carrière. En tout cas, sa carrière lui demandait d'être absente, ce que sa fille a mal vécu. Et le film va vers une déclaration d'amour parce que malgré l'absence, il y a un héritage, une transmission, la question de la musique, puisque les deux personnages font de la musique. En tout cas, le personnage de Céline fait le même métier que sa mère, donc malgré l'absence, il y a quand même une transmission. Et une transmission qui n'est pas verbale, qui est vraiment
dans le travail, entre les lignes, et que les émotions mère-fille se jouent vraiment dans les mélodies et dans les rythmiques. Et moi, j'avais très envie de filmer le piano, une femme au piano, depuis longtemps, parce que je trouve que c'est très beau de filmer la musique. Et c'est très difficile aussi. Mais je remercie Noémie Lovski parce qu'elle a vraiment fait le job. Elle a énormément travaillé sa partition avec un répétiteur. Et du coup, le film sort du film de sujet pour aussi être une proposition de film musical et surtout un film que j'espère un film de cinéma. C'est moi qui ai écrit la lettre, ouais. Que j'aimais beaucoup, que j'ai mis vraiment du temps à écrire. Et le montage, c'est aussi faire des choix, et donc la lettre a été un petit peu recoupée. Il y a une chose que j'ai piquée à ma mère dans cette lettre, c'est le début. Elle dit « J'aime ma fille plus que tout, et si un jour il y avait un incendie quelque part, je me jetterais immédiatement dans le feu pour la sauver. » Et ça, c'est un truc que ma mère disait et que je lui ai piqué, parce que ma mère était hyper phobique du feu, mais elle nous a toujours dit « Par contre, si un jour il y a le feu, je me jette dedans pour vous. L'amour que j'ai pour vous, c'est celui-là. » Et j'ai toujours trouvé ça hyper beau et je le dis à ma fille maintenant. C'est ça. Après, est-ce que dans l'épreuve du feu, j'aurais le courage de me jeter dans le feu ? Je sais pas. En tout cas, ça dit que l'amour qu'on porte à un enfant, il est au-delà. C'est ce que dit la mère, c'est ce que va vivre le personnage de Céline, c'est ce que je pense la plupart des mères vivent. Et c'est ce que moi je vis maintenant que j'ai un enfant. Toutes ces questions de l'adoption que je raconte, le film montre aussi qu'une fois que l'enfant est là, voilà, ce qui compte c'est l'enfant et que l'amour est quand même fait tenir dans ce parcours juridique. Moi, les premiers mois de la vie de ma fille, comme tous les parents, je me levais la nuit, changeais ses couches, je me suis plus posé de questions de légitimité à partir du moment où elle était là. Il y a plein de subtilités auxquelles la loi n'a pas forcément réponse. Par exemple, deux filles qui font ensemble un enfant, l'une est, mettons, italienne et l'autre française. En fait, les lois n'étant pas les mêmes, ça rend la parentalité à deux difficile. J'ai rencontré plusieurs filles en accompagnant le film qui me racontaient ça. J'imagine, voilà, selon les pays d'Europe dans lesquels on fait son enfant. Il y a aussi des filles qui se sont séparées avant que le processus d'adoption soit lancé. Donc en fait, il y a plein de subtilités qui fait qu'il y a des familles où ça a été compliqué. Et puis je pense qu'il y a eu aussi quelques refus dans les tribunaux avec des appels. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu. Parce que c'était à l'appréciation des juges, mais aussi je pense qu'il y avait il manque telle pièce dans le dossier, etc. Enfin, des choses purement administratives qui ralentissent les procédures et qui font que, par exemple, une procédure qui aurait pu prendre 1 an en prend 4. Et ça met les familles hyper en fragilité, quoi. Donc il y a plein d'exemples où ça a été difficile. Moi, j'en ai rencontré plein de filles pour qui c'était difficile. En fait, il faut être hyper discipliné dans ces trucs-là, parce que s'il montre le moindre document, tu perds 6 mois, quoi. Moi, j'ai écrit des preuves d'amour pour remettre vraiment l'amour au centre de nos récits, parce que j'ai toujours souffert d'un manque de discours là-dessus. J'ai toujours eu l'impression qu'il était question de sexualité, même question au moment des manifs pour tous en 2013, vous allez acheter des enfants, c'est un caprice, enfin des choses complètement violentes, caricaturales. Donc l'idée, c'était de sortir de la caricature, de proposer une image simple et belle, et de faire un film joyeux, romantique, et pour moi, réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, 2 femmes qui font ensemble un enfant, c'est comme un homme et une femme qui font ensemble un enfant, c'est un saut dans le vide, c'est difficile, et c'est très beau, et c'est très simple, et c'est a priori l'histoire des couples. Voilà. Donc, des preuves d'amour, le projet, c'est avant tout de proposer une image qu'on n'a pas vue comme ça. Et j'espère que le film parlera à la communauté, mais parlera aussi plus largement à tous les parents. Et je crois que c'est surtout un film dont on sort joyeux, qui nous donne un peu envie d'être amoureux. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui. On a besoin et d'amour et de joie. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai toujours essayé d'être pédagogue, c'est-à-dire que les gens qui me posaient des questions souvent intrusives et maladroites, ma réponse, c'est un peu la non-violence et de ne pas me braquer. Et j'estime à un endroit que la curiosité étant légitime, qu'on se doit aussi d'être porte-parole et de raconter nos récits. C'est hyper dur, des fois c'est un peu humiliant, mais je pense que ça fait partie des avancées. C'est-à-dire que plus on est à l'écoute et pédagogue aussi des questions des autres, plus eux, ils peuvent bouger. Et plus ils bougent, et plus ce sera facile pour nos enfants. Donc c'est une espèce de devoir qui est fatigant, qui est vachement difficile et qui est parfois un peu humiliant, mais je crois que c'est important de le faire. Et en tout cas, je crois qu'il faut être très solide avec la façon dont on fait famille, parce qu'on peut le faire de plein de façons. On peut faire ça avec un copain, on peut être une femme seule, on peut être 3. Enfin, je veux dire, il y a 1001 façons de le faire. Ce qu'il faut, c'est être OK avec ce qu'on fait pour être capable de l'expliquer aux autres, parce que les autres vont tout le temps nous demander, et capable de l'expliquer aux enfants après par la suite, quoi.
En tout cas, ce que je veux dire aux suivantes, c'est que c'est possible et que c'est super. Et qu'il ne faut pas avoir peur. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur votre PMA. C'est-à-dire? Bah, c'était facile. Facile? Non, mais pas pour toi, mais je veux dire, Nadia, on t'a injecté du sperme dans le vagin et puis voilà, quoi. Mais c'est facile, ça? Bah, je sais pas, nous, ça fait 2 ans avec Pierre qu'on essaye et je bouffe des hormones, on baise à jour fixe. Ouais, moi, je trouve que ça a été facile. Ouais, je suis désolée pour vous. Bah, sauf que nous, on a dû partir à l'étranger, choisir un donneur. Céline doit adopter, on s'est mariés, on se ruine. Mais bon, je vais pas ce qu'il y a de facile là-dedans. Si tu veux, on peut reparler de mon coming out. De toutes ces années où j'ai pas pu venir accompagner ici. C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille. Pardon, hein, c'est pas contre toi. Et d'imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif? Je sais pas. Non. Non, mais pour ta sœur, on pense pas au sexe. Bah, pourquoi pas? L'audace, c'est peut-être de braver sa peur. Attends, je réfléchis. L'audace. Nous, quand on était avec ma bande de copines, quand on était jeunes, on faisait des trucs et on se disait toujours « quelle audace !» Et ce truc « quelle audace !» on le disait comme ça, avec les sourcils comme ça. Et être audacieuse, c'est être dans l'action, je pense. C'est se dire, malgré la peur, le danger de la situation ou juste la timidité, c'est braver quelque chose. L'audace, c'est un petit accomplissement, peut-être. Je sais pas, c'est très positif en tout cas. Il faut être audacieux. Nous remercions particulièrement Alice d'avoir bien voulu se livrer au micro de Celle qui ose la veille de la sortie en salle de son premier film. Des preuves d'amour, on a adoré. Alors allez-y, courez-y, vous allez voir. C'est beau, c'est émouvant, c'est engagé et surtout, c'est rempli d'espoir. Vous avez aimé ce nouvel épisode de Celle qui ose ? On l'espère parce que nous, on a adoré le fabriquer. Et ce qui serait sympa, ce qui nous aiderait vraiment, c'est si vous avez aimé le podcast, de mettre des étoiles, de rédiger un petit commentaire et même de vous abonner au podcast. Merci beaucoup et à très vite.